Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Imagine payer des milliers de dollars pour une suite luxueuse, avec une piscine à débordement privé, tout ça pour dormir en équilibre précaire sur le rebord d'une bombe géologique endormie. Ouais, c'est quand même un concept assez particulier quand on s'arrête pour y penser. Vraiment. Parce que, tu sais, la plupart du temps, une destination de rêve, mais ça implique une géologie qui est sage. On pense à des plages plates, du sable fin, une nature super domestiquée. Absolument. Mais là, on s'attaque à une anomalie complète sur le plan touristique. Exact. On parle pas juste d'une jolie petite île grecque avec des toits bleus, on parle d'une cicatrice apocalyptique monumentale, le vestige d'un volcan qui s'est littéralement effondré sur lui-même vers l'an 1600 avant notre ère. Ah, la fameuse éruption minoenne. C'est vraiment un point de départ fondamental pour comprendre tout le reste de l'île. C'est ça, et aujourd'hui, notre mission, c'est d'aller gratter sous le vernis de cette carte postale-là. On fait une exploration en profondeur, basée sur un guide de voyage ultra stratégique. Un guide conçu par l'agence Aéria Voyage, rédigé par Yvan Junior Blanchette, ouais. Exactement. Et le but, c'est d'extraire les vraies pépites d'informations tactiques, parce que l'île de Santorin est complexe et on veut savoir comment vivre la magie des lieux sans se faire avaler par la machine du surtourisme. La clé de cette analyse-là, c'est de comprendre que sur un terrain aussi contraint physiquement, l'improvisation, c'est le pire ennemi du voyageur. Ah, je suis totalement convaincue de ça. La géographie même de l'île dicte absolument toute la logistique. C'est en plein ça. Les décisions doivent être chirurgicales. Que ce soit l'heure à laquelle on marche, l'endroit d'où on regarde le soleil, ou même le mois choisi pour le départ. Et ça m'amène à ce que j'appelle le paradoxe de la carte postale. L'article d'Aéria Voyage met le doigt dessus dès le début. La beauté de Santorin, on s'entend, elle est indiscutable. Oui, avec ses couches de roches volcaniques rouges, noires, grises. Puis ces villages d'un blanc éclatant qui semblent accrochés au vide par miracle. C'est hypnotique. Mais le problème, c'est que la saisonnalité est encore plus critique ici qu'ailleurs. Le guide est super clair là-dessus. En juillet et en août, les rues du village d'Oya deviennent littéralement claustrophobiques. Le terme est vraiment pas exagéré. Non, c'est clair. On parle de navires de croisière qui déversent des milliers de passagers dans un village qui a été construit pour quelques centaines de résidents. Et il faut analyser l'architecture originelle pour comprendre pourquoi ça bloque si vite. Les ruelles devaient protéger les habitants contre les vents marins. Elles sont sinueuses, hyper étroites. Des fois larges d'à peine 1 mètre et pleines d'escaliers, fait qu'au milieu de l'été, on se retrouve coincé épaule contre épaule à 35 degrés Celsius. C'est insoutenable. La saisonnalité devient une question de fonctionnalité pure et simple. C'est pour ça que l'article martèle que mai et septembre sont vraiment les mois parfaits. Pour les gens qui veulent le Santorin des photos, il faut cibler ces fenêtres-là. Surtout septembre, en fait. C'est fascinant sur le plan thermique. L'eau de la caldeira a absorbé le soleil tout l'été. Donc la mer est encore chaude pour se baigner, mais l'air est plus respirable. Exactement. La caldeira se libère des foules étouffantes et même les prix redeviennent plus raisonnables. C'est la formule magique. Mais bon, même si on choisit le bon mois, il y a la question du coucher de soleil à Oya. C'est l'événement le plus couru de toute l'île. Ah oui, le fameux rituel quotidien, c'est presque un trou noir qui aspire tout le monde au même endroit. L'article soulève une information pratique décisive qui donne un peu des sueurs froides. Si tu veux une place près des ruines du château d'Oya, en haute saison, il faut arriver au minimum 90 minutes à l'avance. C'est incroyable quand on y pense. 1h30 debout, coincé dans une foule dense, juste pour voir le soleil descendre. J'ai vraiment du mal à concevoir qu'on sacrifie autant de temps de voyage pour ça. Surtout que le soleil, il se couche partout. Ouais, c'est l'effet algorithmique des réseaux sociaux. Tout le monde veut la même photo exacte. Mais la réalité astronomique, c'est que l'île a la forme d'un croissant tourné vers l'ouest. Et c'est là que le conseil d'Aéria Voyage devient de l'or en barre. C'est le genre de truc qui différencie une vraie expertise d'une simple recherche sur Google. Quelle est leur alternative exacte? Au lieu de s'agglutiner à Oya, ils suggèrent de regarder le même coucher de soleil depuis les villages d'Imirovigli ou de Firo Stefani. Hein? C'est brillant. La géométrie de cette recommandation change tout. C'est la même qualité de lumière, la même direction vers l'ouest, sauf que t'as 90% moins de monde. Une réduction des 90%, c'est colossal. L'optimisation spatiale à son meilleur.
Puis le gros bonus visuel, c'est qu'en étant un peu plus loin, tu peux regarder les maisons blanches de Ouya s'embraser sous les teintes rosées. Tu deviens spectateur au lieu d'être dans la fourmilière. Ouais, ça redonne au coucher de soleil sa fonction première, qui est la contemplation, pas une lutte de territoire pour un centimètre de trottoir. Tellement. Bon, jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'observer le paysage de façon un peu passive, mais l'article met en lumière une façon de s'immerger par l'effort. L'affrontement physique avec la géologie, c'est souvent le meilleur moteur d'immersion. Et ça, c'est la randonnée entre Fira et Ouya. C'est catégorisé comme la meilleure activité gratuite de l'île, point final. C'est un sentier de 10,5 km, c'est bien ça? Exactement. 10,5 km directement sur le bord de la caldeira. Avec des vues continues sur le volcan, tu passes par Imeruvigli puis l'impressionnant rocher de Scarros. Et les voyageurs les plus actifs mentionnent souvent ça comme le moment fort de leur séjour. Toujours. C'est ironique, non? Sur une île connue pour son luxe exorbitant et ses hôtels à des milliers de dollars, l'expérience la plus marquante coûte absolument $0. C'est fou, ouais. Mais attention, le document soulève un enjeu majeur pour cette marche, la gestion de l'environnement extrême. Ouais, parce que c'est de la roche volcanique sombre et il n'y a pas d'ombre pantoute. L'article recommande fortement de partir à l'aube ou après 16 heures. C'est crucial. Le basalte noir absorbe les radiations solaires. Fait que s'il fait 35 degrés dans l'air, la température ressentie sur la roche est beaucoup plus élevée. Ça peut prendre entre 2h30 et 5 heures selon ton rythme, mais marcher là-dessus, c'est viscéral. C'est que tu arpentes physiquement le pourtour du cratère de l'éruption antique. Ça impose un rapport d'échelle que le confort d'une terrasse d'hôtel luxueux peut juste pas simuler. Totalement d'accord. Et parlant de marcher sur cette terre brûlée et pleine de cendres, ça nous amène à un de mes points préférés, l'Assyrtiko. Ah, le vin blanc indigène de Santorin, c'est un angle de vente unique pour les amateurs de gastronomie. Mais c'est presque un miracle de la biologie. À comment un raisin peut pousser dans un sol aussi hostile, balayé par les vents violents de la mer Égée? C'est grâce à la méthode de culture ancestrale, la méthode Kouloura. C'est fascinant sur le plan de l'ingénierie agricole. Ouais, au lieu d'avoir des vignes grimpantes bien alignées, ils tissent les branches en forme de panier bas directement sur le sol. C'est une forteresse naturelle. En gardant la plante au ras du sol, ils esquivent la force destructrice des bourrasques et le feuillage protège les grappes du soleil intense. C'est super ingénieux, mais il pleut jamais en été à Santorin, alors comment la vigne s'hydrate? C'est là que la géologie entre en jeu de façon spectaculaire. La pierre ponce volcanique agit comme une éponge. Ah, wow! Vraiment? Ouais. La nuit, il y a un brouillard marin qui monte de la caldeira. Cette humidité se condense sur la roche et le système racinaire profond pompe cette rosée nocturne. Fait que la vigne voit littéralement le brouillard de l'océan piégé dans la cendre volcanique. C'est poétique, hein? Et ça a un impact direct sur le profil gustatif. C'est l'un des vins blancs les plus distinctifs au monde. L'article le décrit comme très minéral, salin et bone dry, avec une acidité vibrante. Parce que le sol est pauvre en potassium naturel et il n'y a aucune dilution par la pluie. C'est la concentration pure du terroir. Et pour couronner le tout, le guide recommande des endroits pour faire une dégustation avec vue sur la caldeira, comme chez Santo Wines ou au domaine Venezanos. Prendre un verre là-bas, c'est une des activités les plus mémorables de l'île. C'est littéralement goûter l'histoire géologique. En fort pour les épicuriens, c'est clair. Mais bon, on a parlé de randonnée de 5 heures et de dégustation relaxante. Ce qui suppose qu'on a le temps. Exact. Or, le lien avec les croisières est naturel et explicite dans ce guide. Santorin, c'est l'un des ports les plus visités de la Méditerranée orientale. Mais la réalité des croisiéristes, c'est qu'ils ont une escale très limitée, souvent juste 6 à 8 heures. C'est un pont direct entre l'article sur la destination et les itinéraires de croisière. Mais avec les foules étouffantes qu'on a décrites, comment on optimise un temps aussi court? L'article consacre une section dédiée à ça, avec une chorégraphie logistique très stricte. Le but, c'est pas d'être exhaustif, c'est l'échantillonnage. Et la première étape est cruciale. Prendre le téléphérique pour monter à Fira. Le guide dit d'éviter à tout prix les 586 marches et les ânes. Ah oui. Grimper ce mur vertical sous un soleil de plomb au milieu des excréments d'ânes, c'est la pire façon de commencer sa journée. L'énergie perdue là-dedans est irrécupérable. Fait que on prend le téléphérique, ensuite la chorégraphie demande de prendre tout de suite le bus en direction d'Oya.
pour capturer l'essence visuelle du village. Ouais, les coupoles bleues, les vues classiques. Ensuite, retour en bus à Fira, puis on redescend au port par le téléphérique ou les escaliers si on veut juste descendre. C'est un plan hyper structuré. Ça évite de perdre de précieuses heures dans des files d'attente imprévues. D'ailleurs, le guide met en garde contre l'excursion en bateau vers le volcan. C'est techniquement possible, mais avec un chronomètre de 6 heures, c'est un piège. Le moindre pépin technique du bateau est le navire de croisière passe en toi. L'axe terrestre Fira-Oya est le seul environnement qu'on peut contrôler adéquatement. On s'entend que c'est une gestion du temps digne d'un horloger, mais ça prouve qu'avec la bonne stratégie tactique, on peut extraire la magie de Santorini, même en quelques heures. Absolument. La beauté de l'île mérite amplement sa réputation, à condition de décoder la carte comme Yvan Junior Blanchette le fait. Ouais, cibler la bonne saisonnalité, choisir Imerovili pour le coucher de soleil, se lever tôt pour la randonnée de la Caldeira et comprendre la résilience du vin Assyrtiko. Une approche super méthodique qui change tout. Et avant de clore cette exploration, il y a une dernière réflexion provocatrice que le guide a inspirée. Ça mentionne rapidement le site archéologique d'Akrotiri. Ah, la civilisation minoenne enfouie sous les cendres, le Pompéi de la mer Égée. C'est exactement ça. Une civilisation hyper avancée qui a été rayée de la carte en un instant lors de l'éruption de 1600 avant notre ère. C'est un rappel vertigineux de l'échelle des forces géologiques face à l'humanité. Tellement. Et l'image qui reste en tête, c'est que tous ces hôtels de grand luxe avec leurs piscines à débordement et les milliers de touristes qui s'y massent. Tout le monde est assis sur les rebords d'une bombe géologique endormie. Exact. Fait que quand on admire ce coucher de soleil majestueux avec un verre d'Assyrtiko à la main, ben on célèbre en fait le cratère d'une apocalypse antique. C'est une perspective assez puissante à garder en tête. Déguster le fruit d'un cataclysme tout en admirant sa cicatrice. Je trouve que c'est une excellente pensée pour quiconque prépare ses valises pour les Cyclades. Merci beaucoup pour cette analyse fascinante, Ça, c'est Sam. un plaisir de décortiquer tout ça. À bientôt tout le monde pour une prochaine plongée. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aeria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.